Bonjour à tous. Donc voilà un cours relativement simple avec des rappels introduits dans une première partie sur ce que sont les maladies génétiques et la thérapie génique. Alors les rappels essentiels, c'est un rappel de base sur comment on fait les bébés. Alors comment fait-on les bébés? À l'échelle moléculaire et cellulaire, ça n'a pas beaucoup changé malgré toutes les tentatives de moderniser le processus. Et il faut toujours un gamète mâle et un gamète femelle pour faire une cellule œuf appelée zygote qui va se développer. Alors, un des miracles est le développement de cette cellule unique dans un embryon, un fœtus, puis un bébé qui va régénérer un adulte, homme ou femme. Alors, comment il y a un vrai problème qui est comment coordonner ces divisions pour faire un être allongé dans une certaine dimension, relativement symétrique entre la gauche et la droite, etc. etc. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que en fait, il y a une multiplication du nombre de cellules absolument dramatique entre la première cellule et l'ensemble des cellules qui constituent le corps adulte. Et il y a un problème avec les chromosomes. Comme vous le savez, l'espèce humaine est diploïde, c'est-à-dire qu'on a deux copies de chaque chromosome et de chaque gène. Et donc, ce nombre fondamental de copies est appelé N. Il est caractéristique de chaque espèce. Et donc, chez l'homme, N égale 23. Chez l'homme et chez la femme, donc 2N égale 46. En fait, alors que toutes les multiplications cellulaires qui donnent lieu à l'adulte depuis la cellule œuf sont des multiplications cellulaires à l'identique qu'on appelle des mitoses, il va y avoir une division cellulaire très particulière qu'on appelle méiose qui va donner les gamètes mâles ou femelles. Et lors de ces divisions très particulières, on va réduire le nombre de chromosomes à un N, donc 23, de manière à ce que la fusion de ces deux gamètes régénère une cellule à 2N chromosomes. D'accord? Alors, vous savez que les chromosomes, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se voit à une étape très particulière du cycle cellulaire qu'on appelle la mitose, où les chromosomes sont condensés, ce qui va permettre de les séparer avec efficacité et sans trop de problèmes. Et donc, on voit bien là les 23 paires de chromosomes juste avant la division en deux cellules filles chez un homme ou chez une femme. Donc, n égale 23, on a 23 paires de chromosomes dans nos cellules. Chez un homme, donc, il y a 22 paires de chromosomes non sexuels qu'on appelle des autosomes et une paire de chromosomes sexuels qui est soit XX chez la femme, soit XY chez l'homme. Donc, n égale 23 chez l'homme, n égale 20 chez la souris. Dans chaque espèce, ce n est spécifique et constant. Et ça, cette organisation des chromosomes du plus grand au plus petit, c'est ce qu'on appelle un karyotype. C'est une manière de valider le nombre et la forme des chromosomes. Donc, le cycle cellulaire qui aboutit à la mitose, à la séparation de deux cellules filles identiques, consiste à une croissance de la cellule fille initialement, c'est G1, la phase G1 pour growth 1, une phase S qui correspond à la réplication de tous les gènes, donc de l'ADN de tous les chromosomes, qui s'arrête, qui va être suivie d'une deuxième phase de croissance G2 avant la mitose proprement dite, c'est-à-dire la séparation en deux cellules filles. Alors, on considère que c'est une reproduction à l'identique. Maintenant, vous savez que dans la nature, tous les processus peuvent louper. Et donc, il y a un taux de mutation intrinsèque qui est de 2,5 10-8 par base. Comme vous le savez, le génome humain, c'est 3 milliards de paires de bases. Donc, ça veut dire que à chaque génération de nouvelles cellules, il y a quelques mutations qui s'accumulent et qui s'accumulent tout le long de la vie dans toutes les descendances de ces cellules-là. À l'âge adulte, on considère qu'on a généré 10 puissance 14 cellules. Donc, une reproduction à l'identique aux mutations près. Donc, je reviens sur cette diapo-là pour insister sur le fait que tout le développement adulte de l'embryon, de l'enfant et de l'adulte correspond à des mitoses.
Donc la mitose, globalement, c'est la séparation des chromosomes en deux lots identiques dans les cellules filles. Donc vous savez qu'on hérite d'un chromosome de son père, un chromosome de sa mère, et en fait, comme ils ont été répliqués, comme ils ont été dupliqués, en fait, au moment de la séparation, cette cellule contient 4 N copies de chaque gène ou 4 N chromosomes. D'accord? Et donc, c'est souvent représenté au moment de la mitose par cette forme en X, les chromosomes, puisque les chromosomes ont été dupliqués. Et en fait, cette zone centrale va se scinder pour permettre de donner chaque copie, qu'on appelle une chromatide, chaque chromatide à la cellule fille. Donc, la cellule fille hérite bien de chacun des chromosomes de son père, chacun des chromosomes de sa mère, mais à l'échelle de N. Après la réplication de l'ADN, on revient à 2N, ce qui est important. La méiose, en revanche, c'est-à-dire la génération des gamètes, c'est 2 divisions successives. La première division va séparer les chromosomes du père et de la mère. Donc c'est une modification très importante par rapport à la mitose qui va séparer les 2 chromatides, donc les 2 bras du X, dans la mitose. Là, on sépare le chromosome du père du chromosome de la mère. Et ensuite, dans une deuxième division, on va séparer les 2 chromatides dans les 2 cellules filles qui sont des gamètes, spermatozoïdes ou ovules. Et c'est comme ça qu'on tombe à un N. En plus de ce processus-là, de manière extrêmement importante, il y a une recombinaison des chromosomes pendant la méiose. C'est-à-dire que les gamètes ne vont pas hériter exactement de la copie du chromosome du père ou de la copie du chromosome de la mère. Les chromosomes, lors de cette première division de méiose, vont s'apparier lorsqu'ils sont homologues et vont échanger de l'ADN. Donc c'est ce qui vous est représenté là, par ce bras, là, ce crossing over en anglais. Les centromères maintiennent les 2 chromatides ensemble, mais c'est entre chromatides différentes qu'il va y avoir des échanges. Et donc là, vous avez un chromosome qui est exactement celui du père, un chromosome qui est exactement celui de la mère, mais vous voyez 2 chromosomes hybrides qui ont été générés par recombinaison. Et c'est grâce à cela que le sexe permet de brasser les caractères phénotypiques. Le phénotype, c'est ce qui se voit, le caractère phénotypique chez les enfants. C'est comme ça qu'un enfant peut avoir les yeux de sa mère et la bouche de son père. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin de vous rappeler pour que vous puissiez comprendre la suite, les maladies génétiques. Donc, on va prendre les maladies génétiques parmi les plus fréquentes pour illustrer un certain nombre de points. La définition d'une maladie génétique, c'est une maladie héritée de ses parents, et il en existe un grand nombre. On considère qu'il y a entre 6 et 8 000 maladies monogéniques différentes. Et en fait, ce chiffre est donc monogénique, qui touche un seul gène, ce chiffre est à rapporter au nombre de gènes total dans le génome humain, qui est compris entre 20 et 25 000. Donc vous voyez, en gros, un gène sur 4 dans notre génome peut être responsable de maladies. Les gènes qui ne sont pas responsables de maladies, ce sont des gènes qui sont tellement essentiels qu'on ne peut pas les muter. Ce sont des gènes, s'ils sont mutés, voilà, on ne va pas faire un individu à peu près normal. On ne va pas faire un individu qui est allongé suivant un axe et qui est globalement symétrique entre la gauche et la droite. Et donc, ces choses-là se résolvent par des fausses couches. Donc, les maladies génétiques, ce seront des défauts, ce seront l'enfant atteint d'une maladie génétique est relativement moins bien constitué, conformé qu'un adulte normal, mais ces défauts peuvent être plus ou moins prononcés. Et en général, dans les maladies génétiques qui correspondent à des enfants qui survivent, finalement, ne sont pas si graves que ça. Alors, on va voir, enfin, elles ne sont pas si graves, évidemment qu'elles sont graves, mais elles ne sont pas létales dès le départ. Donc, les maladies génétiques les plus fréquentes, c'est d'abord l'hypercholestérolémie familiale, avec une prévalence. La prévalence, c'est le nombre de cas, c'est le nombre de malades sur le nombre de la population générale. Donc, 1 sur 500 pour la prévalence la plus grande, pour l'hypercholestérolémie familiale. Ensuite, la drépanocytose, le rein polykystique ou la mucoviscidose. Donc, d'abord, l'hypercholestérolémie familiale.
Sa définition, c'est un fort taux de cholestérol circulant dans le sang, et en particulier du LDL, la Low Density Lipoprotein. La norme est définie comme étant inférieure à 2 grammes par litre. La norme a tendance à baisser suivant les recommandations. Et on définit l'hypercholestérolémie au-delà de 2 grammes par litre. Les mutations les plus fréquentes touchent le récepteur du LDL. C'est un récepteur cellulaire qui permet de capter le LDL circulant dans le sang et donc de le retirer de la circulation sanguine. Si ce processus ne marche pas, les LDL s'accumulent dans le sang. Alors, il y a un traitement qui marche extrêmement bien, c'est le traitement des statines. Énormément d'industries pharmaceutiques ont leurs statines. Ce sont des inhibiteurs de l'enzyme qui produit naturellement du cholestérol, l'HMG-CoA réductase. Donc ça, c'est la biosynthèse par nos cellules du cholestérol. Il y a 2 apports de cholestérol, le cholestérol que nos cellules sont capables de synthétiser et le cholestérol qui est apporté par l'alimentation, qu'on peut contrôler évidemment aussi. Donc, il faut apprendre à lire ce qu'on appelle un pédigré. Un pédigré, c'est un arbre généalogique qui indique la transmission d'une maladie dans une famille. Donc, vous voyez ces symboles, c'est évidemment standardisé. Les carrés correspondent aux individus mâles, les cercles correspondent aux individus femelles, et les parents, quand ils donnent naissance à un enfant, ils donnent naissance à des mâles et des femelles. Quand ces symboles, les carrés ou les disques, sont pleins, ça veut dire que ces individus sont affectés par la maladie. Dans ce cas-là, on n'en a pas, mais on verra plus tard. Il y a aussi des symboles à moitié pleins qui correspondent aux hétérozygotes. Donc, hétérozygote, ça veut dire, on va revenir dessus, mais un allèle morbide et un allèle sain ou sauvage. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans ce pédigré pour la transmission de l'hypercholestérolémie? On voit qu'il y a des individus affectés à chaque génération dans cette famille. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que sur les 2 copies, ce pédigré n'est compatible qu'avec ce mode de transmission qu'on appelle autosomal dominant. Donc autosome, je vous rappelle, c'est un chromosome non sexuel. Donc le gène morbide, le gène qui cause la maladie, est porté sur un chromosome non sexuel. Et le phénotype est dominant, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un allèle morbide pour être touché par la maladie. Donc là, vous avez un père affecté, une mère pas affectée, et leur progéniture a une chance sur 2 d'être malade. Il suffit d'avoir hérité du chromosome du père qui porte l'allèle morbide. Et c'est dominant parce que l'allèle morbide, donc la copie du gène morbide, gagne sur la copie du gène saine. Alors, l'hypercholestérolémie familiale, c'est relativement bénin. Il y a une telle accumulation de cholestérol dans le corps que ça se voit sur les gens. En général, le cholestérol se dépose autour des yeux. Vous voyez des plaques blanches comme ça se voit chez certaines personnes. Et on pourrait s'attendre à un risque extrêmement élevé de maladie cardiovasculaire, parce que comme vous savez, il y a on nous répète à l'envi que le cholestérol est la cause des maladies cardiovasculaires. En fait, il faut savoir que c'est largement débattu par les chercheurs. Il y a un chercheur français très connu là-dessus, c'est son cheval de bataille, un de nos meilleurs chercheurs français qui s'appelle Michel Delorgeril, qui a écrit des livres grand public à ce sujet et qui considère que c'est largement une propagande. En fait, c'est un moyen de vendre des statines qui font baisser le taux de cholestérol à un niveau très très bas. Mais c'est vrai qu'il y a un consensus qui émerge, un nouveau consensus qui émerge, comme quoi les maladies cardiovasculaires seraient beaucoup plus une maladie inflammatoire des vaisseaux sanguins que due à l'accumulation de cholestérol. En tout cas, le fait est qu'il y a très très peu de défauts chez ces individus, très très peu d'atteintes cardiovasculaires chez ces individus qui ont pourtant un taux de cholestérol très élevé. Donc ça devrait être la preuve définitive. Mais ça a été tellement répété que tout le monde a en tête dans le public général que le cholestérol est la cause des maladies cardiovasculaires. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, la dominance de cette maladie génétique est liée à l'haploinsuffisance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, diploïde, ça s'oppose à haploïde. Diploïde, c'est 2, haploïde, c'est 1. Alors, l'insuffisance d'un seul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait,
l'allèle morbide correspond en général à une mutation qui va inactiver donc, le récepteur au LDL. Et en fait, entre l'individu qui a 2 copies du récepteur en LDL et l'individu qui n'a qu'une seule copie du récepteur en LDL, celui qui n'a qu'une seule copie du récepteur en LDL, il a beau avoir une copie fonctionnelle, ça ne suffit pas, c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant? Parce qu'il n'y a pas assez de récepteurs en LDL pour éliminer tout le LDL circulant. D'accord? Et donc, on va trouver, de manière pas surprenante du tout, on va trouver... Ah, j'ai enlevé mon pointeur, je le remets. On va trouver plus de LDL dans la forme homozygote, c'est-à-dire de la personne qui aurait hérité de 2 allèles morbides, que donc plus du tout de récepteurs au LDL qui éliminent le LDL circulant, que dans la forme hétérozygote. Alors, le deuxième exemple que je voulais traiter, c'était celui de la drépanocytose. La drépanocytose, en anglais, c'est sickle cell anemia. Une anémie, vous savez tout ce que c'est quand vous vous sentez faible parce que vous n'avez pas assez de globules rouges ou pas assez d'oxygénation de vos tissus. Alors, sickle cell, c'est parce que sickle, c'est la faucille. Le globule rouge est déformé, il a une forme de faucille. Et en fait, ces globules rouges, ils sont problématiques parce que déjà, ils sont fragiles, ils ont tendance à se liser, à se détruire et à répandre le contenu en hémoglobine dans le sang au lieu de transporter l'hémoglobine qui est saturée en oxygène. Mais en plus, s'ils sont déformés, on va voir, c'est parce qu'ils sont déformés par des éléments internes qui polymérisent. Et la déformation de ces cellules est extrêmement importante parce que ces hématies, ces globules rouges, sont capables de passer dans des capillaires qui ont parfois des diamètres inférieurs au diamètre de la cellule elle-même. Donc, si vous avez une cellule rigide, ça va empêcher le flux sanguin de passer dans ces capillaires et ça va empêcher la bonne oxygénation des tissus. Alors ça, c'est une maladie qui est aussi autosomale, donc qui est aussi portée par un chromosome non sexuel. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, mais c'est une maladie récessive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on vous a représenté les porteurs sains. Les porteurs sains, c'est ceux qui ont un allèle morbide et un allèle sain. Ceux-là ne vont pas développer la maladie. En revanche, quand ils se rencontrent et qu'ils ont une progéniture, ils ont une chance qu'on va voir qui est égale à 1 sur 4 de faire un enfant malade. Et évidemment, quand vous avez des porteurs sains de mutations morbides dans une population, ce qui est toujours le cas, les mariages consanguins sont à bannir. Et c'est pour ça que dans la plupart des sociétés, il y a des exceptions à ça, mais dans la plupart des sociétés, les mariages entre relatifs sont déconseillés, voire interdits. Donc, pourquoi on a 1 chance sur 4 d'avoir un enfant affecté quand on a 2 porteurs sains qui se rencontrent? Ben, tout simplement parce qu'il faut les 2 allèles morbides pour développer la maladie. Donc, on va faire 2 porteurs sains sur 4. On va faire un individu absolument sain avec 2 allèles sains, et on va faire un enfant malade sur 4. Alors, la mutation est portée par la chaîne bêta de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un tétramère de 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Et en fait, la chaîne bêta, la mutation de la chaîne bêta est telle que en fait, l'hémoglobine, qui normalement est librement circulante sous forme qui diffuse dans le cytosol des cellules sous forme tétramérique, donc va se mettre à polymériser, donc à faire ses filaments, et ce sont eux qui rendent la cellule complètement rigide et complètement déformée. Alors, cette hémoglobine mutante ne fait ça que quand elle n'est pas saturée en oxygène. Donc, elle va faire ça plus dans le sang veineux que dans le sang artériel. Et la question, donc on a vu que la drépanocytose est extrêmement fréquente. Elle est extrêmement fréquente dans des zones où le paludisme est endémique, donc essentiellement l'Afrique, l'Inde, et donc la correspondance de ces 2 cartes est très très bonne. Et en fait, on comprend la raison, c'est qu'en fait, les porteurs sains, les hétérozygotes, sont protégés des affections les plus graves du paludisme.
Donc, en fait, le paludisme va favoriser les porteurs sains. Donc, en favorisant les porteurs sains, il va aussi augmenter la prévalence de la maladie. Et donc, cette maladie est extrêmement sévère, elle est extrêmement douloureuse. Elle se caractérise par des crises d'anémie et de douleurs abdominales et dans les membres. Et en plus, il y a un défaut d'immunité qui font que les patients attrapent énormément de maladies opportunistes. Donc, il y a un traitement symptomatique simple. Contre les douleurs, on utilise des antalgiques, notamment les plus forts d'entre eux, tels que la morphine. On peut essayer de résoudre transitoirement le problème en faisant une transfusion sanguine d'un donneur compatible. Il y a une astuce qui a été trouvée par hasard, qui est d'utiliser un traitement à base d'hydroxyurée. Donc l'hydroxyurée, c'est une petite molécule, on ne sait pas pourquoi, mais elle va déclencher la synthèse d'une bêta-globine fétale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans le génome humain, vous avez plusieurs copies de gènes qui codent pour des globines, des hémoglobines de type bêta. Il y a notamment celle qui est exprimée à l'âge adulte, celle qui va être mutée chez les patients atteints de drépanocytose, et puis il y a une hémoglobine fétale qui a en fait une meilleure affinité pour l'oxygène, et c'est ce qui permet à l'hémoglobine du fœtus de piquer l'oxygène au travers du placenta de l'hémoglobine de la mère. C'est grâce à ça que le fœtus est oxygéné. Et ce gène-là, chez les patients affectés par la drépanocytose, ne porte pas la mutation. Donc, ce truc qui permet de réexprimer la bêta-globine fétale permet en fait d'empêcher le développement de la drépanocytose. Alors, c'est évidemment pas absolu, c'est le hasard qu'on ait identifié ça, mais l'explication est quand même très, très intéressante. Donc, le troisième exemple que je vais développer, c'est la mucoviscidose, ce qui s'appelle cystic fibrosis en anglais, donc un mot qui ne se ressemble pas du tout. Et en fait, la caractéristique, c'est que dans la plupart des épithéliums, donc les épithéliums, c'est les cellules jointives qui forment les barrières avec l'extérieur, dans la plupart des épithéliums, il y a une sécrétion de mucus exagérée. Donc ce qui est bien connu, c'est la sécrétion de mucus dans les poumons des enfants ou des jeunes patients atteints de mucoviscidose. Mais ça concerne aussi d'autres tissus tels que l'intestin. Et un critère diagnostique assez intéressant, c'est que la sueur est salée chez les patients atteints de mucoviscidose. On va voir pourquoi. En plus, 95% des hommes sont stériles. Alors, c'est une des premières maladies génétiques pour laquelle on a identifié le gène causal. Le gène causal, il s'appelle CFTR, pour Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, il y a 33 ans maintenant. Et donc, c'est un gène de transmission autosomale récessive, donc classique, il faut au moins une copie pour que ça marche, et qui est très fréquent dans les populations européennes. Donc, si on regarde les haplotypes, c'est-à-dire le nombre de copies uniques, en fait, on s'aperçoit que les mutations du gène CFTR sont extrêmement fréquentes, et il y a une personne sur 25 qui est porteuse saine. Et évidemment, comme il faut que 2 porteurs sains se rencontrent pour faire des malades, donc une chance sur 25 fois 25, et puis comme il n'y a qu'un enfant sur 4 qui est malade, si vous faites 4 fois 25 fois 25, vous arrivez à une naissance sur 2500 de gens qui développent la fibrose cystique, aussi appelée mucoviscidose. Alors, il y a énormément de manières de casser ce gène-là. Vous avez des mutations missense en anglais, ou des substitutions, des nonsense, donc des apparitions de codons stop, des décalages de phase, des délétions en phase, des défauts d'épissage. Il y a énormément de manières pour arriver à la suppression de l'expression de ce gène fonctionnel. Et ce gène code pour une protéine qui est un transporteur qui s'intègre dans la membrane plasmique des cellules, qui contient 12 segments transmembranaires et qui permet de transporter le chlore de manière très régulée évidemment. Alors là, il faut que je bouge mes marqueurs parce que je ne vois plus mes diapositives. Voilà. Tac. Et tac. Et donc, il y a des mutations qui sont extrêmement fréquentes, telles que la délétion d'une phénylalanine unique, donc une délétion en phase de 3 nucléotides,
qui représente 70% des cas en Europe. Et puis une mutation, qui est la substitution d'une glycine pour un acide aspartique à la position 551, donc une mutation relativement subtile, on va dire, qui est présente dans 50% des populations d'origine celte, en Bretagne chez nous et au Royaume-Uni. Et en fait, suivant le type de mutation que vous avez, à l'échelle cellulaire, il ne va pas se passer les mêmes choses. Donc, ce gène CFTR code pour une protéine transmembranaire qui doit être exprimée à la surface des cellules des épithéliums, ici au pôle apical. Et donc, comme toutes les protéines sécrétées, le ribosome va s'accrocher au réticulum endoplasmique pour sécréter la protéine dans la lumière, qui va subir toute une maturation dans le Golgi, dans des vésicules de transport, avant d'arriver à la membrane plasmique. Donc, si le gène, si vous avez par exemple l'apparition d'un codon stop prématuré, c'est le cas 1, il n'y a pas de protéine, il n'y a pas de fonction, c'est clair. La mutation delta F508, en fait, ce qu'elle fait, avec juste cette phénylalanine qui manque, vous allez faire une protéine qui est relativement fonctionnelle, mais qui est mal conformée, misfolded en anglais, mal conformée. Et il y a un contrôle de la qualité du repliement des protéines. Et comme ce contrôle qualité est capable de détecter que cette protéine est mal conformée, en fait, cette protéine va être sortie de la lumière du réticulum endoplasmique et dégradée par les protéasomes à l'extérieur, dans le cytosol. En fait, on va voir qu'on peut agir là-dessus. Il y a les mutations telles que le G551D, où en fait, la protéine arrive bien au pôle apical des cellules, mais à cause de la mutation, elle ne transporte pas le chlore normalement, parce qu'elle n'est pas assez ouverte. Et puis, il y a des mutations dont je n'ai pas d'exemple, qui vont toucher la sélectivité du canal. Au lieu de transporter du chlore, ça va transporter d'autres ions. Et en fait, pour les deux mutations les plus fréquentes, des molécules ont été trouvées pour spécifiquement réparer le problème, c'est-à-dire que cette molécule VX809 va bloquer la dégradation de la forme mal conformée, mais je vous ai dit que cette forme, même si elle était relativement mal conformée, elle est quand même fonctionnelle. Donc en fait, en bloquant sa dégradation, on arrive à la faire arriver jusqu'à la membrane plasmique et elle va remplir sa fonction, donc les patients seront moins sévèrement affectés. Pour le G551D qui reste trop fermé et donc qui transporte mal le chlore, en fait, vous pouvez utiliser une petite molécule qui va reconnaître la conformation ouverte et qui va maintenir le transporteur ouvert. Et donc, ça permet, encore une fois, de restaurer la fonction. Donc, suivant la mutation précise qui affecte les patients, vous avez une manière ou une autre de réguler le problème. Alors, il y a des sites qui sont très intéressants. Il y en a deux. Il y a un européen, en fait, c'est d'origine française, Orphanet, qui est le portail des maladies rares. J'aime beaucoup leur devise. Les maladies rares sont rares, mais les malades nombreux. Donc, effectivement, ça vaut le coup de s'intéresser aux maladies dites orphelines, soit parce qu'il n'y a pas de traitement, soit parce qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent. Et donc, sur ces sites web, vous allez trouver tout un tas d'informations, si le thème vous intéresse, sur les gènes qui sont affectés, qui donnent des maladies, pour chaque type de maladie, quels sont les différents gènes qui sont responsables de cette maladie, etc. etc. Et donc, comme je vous disais, c'est d'origine française, mais c'est traduit dans tout un tas de langues européennes, donc c'est un site extrêmement utile. Il y a un équivalent américain qui s'appelle OMIM, pour Online Mendelian Inheritance in Man, où on trouve le même type d'informations. Alors, la vraie question, c'est très bien de savoir d'où viennent les maladies génétiques, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information? En fait, les interventions thérapeutiques, ce n'est pas parce que vous connaissez une mutation, le gène muté et la mutation précise, que ça permet de réparer obligatoirement le problème. Le cas de CFTR que j'ai mentionné, avec les deux mutations les plus fréquentes, est tout à fait un cas exceptionnel. Et donc, la plupart du temps, cette information sert à un usage diagnostique. Alors, le diagnostic, on peut le faire soit avant la naissance du bébé, c'est le diagnostic prénatal, soit après la naissance. Alors, pour le diagnostic prénatal, il faut déjà un prélèvement. Donc, le prélèvement le plus classique, c'est de faire une amniosynthèse. Dans le liquide amniotique, il y a des cellules du fœtus
qu'on peut récupérer. Donc, on peut analyser le génome dans ces cellules-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais avec les méthodes d'amplification modernes, ce n'est pas un problème. On peut même faire mieux. On peut analyser les mutations du fœtus en prélevant un endroit qui est plus anodin, qui est dans le placenta, au niveau des villosités choriales, où il y a un mélange de cellules de la mère et du fœtus. Et on peut faire encore mieux, c'est-à-dire encore moins invasif, on fait juste une prise de sang de la mère. Et en fait, il y a des quantités minuscules d'ADN fœtal qui passent au travers du placenta et qui vont circuler dans le sang de la mère. Donc, si la mère n'est pas porteuse de la mutation qu'on cherche, mais que seul le fœtus le porte, eh ben, on peut la détecter dans le sang de la mère. Donc, comme toujours, il y a un compromis à trouver entre les bénéfices et les risques. La méthode la plus simple, c'est l'amniosynthèse. Maintenant, le risque, il est élevé parce qu'il y a 1% de fausses couches induites par le geste chirurgical. Donc, évidemment, on va réserver ça à des cas graves. Hein. On va à des maladies graves pour ne pas risquer de perdre l'enfant pour rien. Et puis, avec les méthodes les moins invasives, comme la prise de sang de la mère, il y a des cas où ça ne s'applique tout simplement pas. Et puis, évidemment, vous pouvez vous en douter, il y a énormément de faux négatifs. C'est-à-dire, même si l'enfant est atteint par la mutation, la probabilité d'arriver à le détecter dans le sang de la mère, alors qu'il y a essentiellement des copies du génome de la mère, est aléatoire, on va dire. Donc, en fait, on va cibler, pour le diagnostic prénatal, les populations à risque. Pour la drépanocytose, ce sera les populations africaines, par exemple. Donc, en France, où les statistiques ethniques sont interdites, il y a un usage politique du dépistage de la drépanocytose pour évaluer le nombre d'immigrés en France, par exemple. Voilà. Je ne commenterai pas plus. Mais... Donc, et quelle peut être la préconisation ensuite du diagnostic? Eh bien, c'est évidemment l'interruption de grossesse, un avortement. Donc, vous savez qu'en France, il y a deux types d'avortement. Il y a l'avortement volontaire, l'interruption volontaire de grossesse, qui est très strictement encadrée, qu'on a le droit de faire en France que jusqu'à la 12e semaine sur les 40 semaines de grossesse. Et puis, il y a l'interruption médicale de grossesse, qu'on peut faire jusqu'au bout des 9 mois. Mais évidemment, il faut que le fœtus soit affecté par des mutations qui déclenchent des maladies graves et incurables au moment du diagnostic. Et tout ça a été très très bien encadré par une loi française de bioéthique de 2011, avec justement, il fallait évidemment que les parents soient informés, qu'ils aient bien compris, on leur laissait le temps de réflexion. Et vous avez peut-être suivi, mais il y a eu une polémique cet été, à l'été 2020, avec un changement des prérequis pour faire une interruption médicale de grossesse, donc jusqu'à 9 mois, avec justement la détresse psychosociale, qui est un concept beaucoup plus flou. Donc les députés, nos représentants à l'Assemblée nationale, ont voté qu'on pouvait faire une interruption médicale de grossesse si la survenue de l'enfant mettait l'enfant ou la mère, exposait la mère à une détresse psychosociale. Alors, le dépistage peut être fait aussi après la naissance de l'enfant. Et ça, c'est important pour permettre une prise en charge précoce. Par exemple, dans le cas de la mucoviscidose, on va aspirer l'excès de mucus tout de suite dans les poumons, dès qu'on sait que l'enfant est atteint de la mucoviscidose. Donc, on ne laisse pas la situation s'empirer. Et aussi, évidemment, on va lui donner un régime sans sel pour qu'il n'ait pas trop d'ion chlore. Le mucus, en fait, va suivre l'excrétion du chlore en extracellulaire. C'est pour ça que le mucus s'accumule. Il y a d'autres maladies, la phénylcétonurie, qui est en fait la déficience en une enzyme, la phénylalanine hydrolase, qui est responsable de l'hydrolyse, c'est-à-dire la cassure de la phénylalanine. Donc, en fait, on peut éviter les problèmes en nourrissant les enfants avec un régime très strict sans phénylalanine. Alors, comment identifie-t-on en premier lieu le gène et la mutation morbide? Vous pouvez vous en douter, la technologie, depuis le premier gène CFTR, a énormément évolué. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle que je vous explique quand même parce qu'on comprend des choses importantes avec cette méthode. En fait, traditionnellement, ce qu'on faisait, c'était de voir comment ségrégeait dans une famille nombreuse
la maladie et un certain nombre de marqueurs qu'on savait positionner le long des chromosomes. Donc, vous avez un marqueur, ça pouvait être un polymorphisme d'un nucléotide unique, par exemple, qui fait apparaître un site de restriction qu'on pouvait tester. Et on regardait dans la progéniture, donc dans cette maladie qui a l'air d'être transmise chez un grand nombre d'enfants, vous voyez la maladie dans 4 enfants sur 7, donc environ la moitié, on voit si on a un marqueur porté par le même chromosome que dans 3 cas sur 4, le marqueur co-ségrège avec la maladie. Et puis dans le cas où il n'y a pas de ségrégation, c'est qu'en fait le marqueur a été séparé par recombinaison du gène morbide. Donc comme ça, vous pouvez évaluer la distance entre un marqueur que vous savez placer et du gène qui est responsable de la maladie. C'est ce qu'on appelle le clonage positionnel. Et c'est évidemment beaucoup de travail. Il fallait avoir des familles les plus grandes possibles, avec des pédigrés, et puis avoir des prélèvements de toutes ces personnes-là pour pouvoir étudier la ségrégation des marqueurs et de la maladie. Et puis quand on avait la grande région, ben on utilisait des marqueurs plus fins et puis on recherchait directement par séquençage les gènes mutés dans la région. Alors pour séquencer, il y a une méthode traditionnelle, je ne vais pas aller dans le détail de cette figure, mais en gros, vous faites une réaction d'élongation de l'ADN. Là, vous avez les 2 brins de l'ADN. Vous allez allonger cet ADN, c'est-à-dire vous allez introduire la base complémentaire du premier brin, en incluant des terminateurs qui ne peuvent plus être allongés. Donc, soit des terminateurs de A, des terminateurs de C, des terminateurs de G, des terminateurs de T. Et pour peu que vous ayez marqué, par exemple, radioactivement ces molécules, vous pouvez voir dans quelle piste de cette électrophorèse très résolutive, où les molécules sont résolues avec un nucléotide près, vous n'avez qu'à lire ensuite C, C, A, T, C, G, T, T, G, A. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle pour faire du séquençage. Et on peut séquencer comme ça des grands fragments d'ADN. Il faut avoir une population d'ADN homogène, donc un ADN que vous avez cloné, que vous pouvez amplifier. Vous pouvez le séquencer comme ça, et on le fait toujours parce que ça a des avantages. On utilise plutôt ce dérivé qui est un dérivé fluorescent, où en fait chacun des terminateurs porte une couleur différente, et on fait passer ça dans une électrophorèse capillaire, un capillaire devant un détecteur laser qui va nous lire la couleur, et donc on arrive à déduire la séquence grâce à la couleur. Donc ça, c'est plus moderne, et ça permet toujours de lire les mélanges homogènes de molécules avec une réaction unique faite à grande échelle. Et puis, bon, vous savez que le génome humain est connu depuis 2003, ce qui a été l'aboutissement d'un grand projet multicentrique qui impliquait énormément de pays, qui coûtait des centaines de millions de dollars. Je crois qu'on était proche du milliard de dollars pour avoir la séquence de la première personne qu'il a fallu choisir d'ailleurs pour la séquencer. Et puis maintenant, on séquence à tour de bras. Et vous voyez, c'est dû à un effondrement du coût d'un génome. Donc là, c'est la fameuse loi de Moore qui dit que la puissance des microprocesseurs, je ne sais plus, double pour le même prix toutes les années et demie. On a fait bien mieux dans la technologie de l'ADN que la loi de Moore, puisque maintenant, on peut avoir un génome. Vous voyez, ça s'arrête à 2015, en 2021. On a des génomes pour moins de 500 $, hein, c'est sûr. Donc c'est extrêmement peu cher d'avoir le génome complet d'une personne, les 3 milliards de paires de bases. Alors, les technologies qui ont été développées ont été multiples, ont été protégées par le secret, avec beaucoup de compagnies qui se faisaient une concurrence féroce. Je peux vous expliquer les principes en gros. En gros, vous commencez par faire des petits fragments, ça peut être par simple sonication, la longue molécule d'ADN peut être cassée relativement facilement. Vous allez liguer des adapteurs aux extrémités de ces molécules d'ADN, et le but du jeu va être de l'amplifier localement. Donc, soit vous l'amplifiez localement parce que vous allez hybrider des oligonucléotides de PCR, pardon, pas hybrider, vous allez les coupler à une lamelle de microscopie, soit vous allez encapsuler la réaction de PCR dans des micro-gouttelettes de manière à ce que statistiquement, il n'y ait qu'une seule molécule dans chaque gouttelette. Le principe est le même, c'est qu'à la fin, même si vous avez un mélange complexe, extrêmement complexe, vous n'aurez qu'une molécule, soit localement, soit dans une
droplet, gouttelet. Et là, vous allez appliquer une méthode de séquençage. Je peux par exemple vous décrire celle-là, qui est celle que je comprends à peu près le mieux d'après ce petit schéma. Comme pour le séquençage fluorescent, vous avez des nucléotides qui ne sont pas déterminateurs de polymérisation, mais qui sont chacun couplés à une couleur différente. Donc en fait, sur votre point de lamelle de microscopie qui correspond à une molécule unique, vous allez voir au cours du temps, lors de la réaction d'élongation de l'ADN, vous allez voir le point changer de couleur. Donc au début, il sera vert, puis bleu, puis vert, puis rouge. Et en fait, évidemment, il y a une superposition de toutes les couleurs, vu que chaque nucléotide est marqué. Donc, la résolution spectrale est telle que vous arrivez à lire des séquences relativement courtes. Et puis ensuite, toutes les couleurs se mélangent, donc tout est cacadois et il n'y a plus d'informations. D'accord ? Et donc, en fait, le séquençage qu'on appelle de nouvelle génération, Next Generation Sequencing, NGS, très souvent on utilise ce sigle-là, NGS, va consister à reconstruire une séquence unique à partir de séquences très courtes. Là, voilà, on vous dit 35 paires de bases peuvent être lues de part et d'autre sur une séquence inconnue là qu'on avait fixée à 400. Donc, ça reste utile d'avoir une séquence de référence pour mapper, pour cartographier les séquences qui ont été lues. Et donc, vous voyez les variants, vous voyez tout ça par rapport à votre séquence de référence. Donc, évidemment, ça devient reconstruire la séquence à partir de tous ces petits fragments. Ça peut être gourmand en ressources computationnelles, d'autant plus que vous avez une mauvaise séquence de référence ou que vous n'en avez pas du tout pour des espèces pas connues. Donc, le point extrêmement intéressant avec ces méthodes de Next Generation Sequencing, c'est que comme toutes les molécules sont isolées localement, en fait, vous pouvez analyser des mélanges complexes. Donc, vous pouvez identifier des variants rares si vous poussez le séquençage. En fait, vous savez que le génome humain, c'est 3 milliards de paires de bases. Vous pouvez séquencer une fois 3 milliards de paires de bases, vous ne serez même pas sûr de couvrir le génome entier. En revanche, si vous séquencez 10 fois, vous allez couvrir le génome le plus fréquent, le plus majoritaire. Et puis, vous pouvez le faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et donc, ça permet, dans un mélange complexe, par exemple dans une tumeur où on sait que dans les différentes cellules qui ont poussé, il peut y avoir des mutations qui apparaissent à chaque fois, ben vous allez pouvoir identifier un variant rare pour voir s'il est déjà présent dans la tumeur, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement utile, c'est de pouvoir lire les variants rares, donc de pouvoir analyser des mélanges inhomogènes de molécules d'ADN. Alors, il y a des Graals qui sont poursuivis, et je ne sais pas exactement où ça en est, à mon avis, ça c'est encore de la science-fiction quand même, où on voudrait les deux, quoi. On voudrait la processivité, donc lire de longues séquences, mais à la fois on voudrait le faire localement sur une molécule unique, quoi. Et donc, là, c'est une technologie qui a été proposée de nanopores, où on va faire passer une molécule simple brin d'ADN dans une protéine artificielle où en fait, il y a un endroit, un goulot d'étranglement qui est tel que suivant la forme du nucléotide qui passe à un instant donné, il n'y aura pas d'ions qui passeront en même temps ou différemment. Et donc, si on a une mesure très fine des courants électriques qui passent au cours du temps, on peut déduire des courants électriques la séquence de l'ADN qui est en train de passer. Je vous dis, je ne crois pas, c'est une des méthodes pour essayer de combiner les deux avantages, d'avoir une lecture longue et de molécules uniques. Donc en fait, ce schéma de clonage positionnel, il a été remplacé largement. Il a été remplacé largement, vous n'avez plus besoin de grandes familles pour identifier la cause des maladies. Vous avez juste besoin de prendre, de mélanger, de pouler tous les malades, de les séquencer, et pour trouver les causes des maladies. Donc là, je vous reprends, ça c'est le principe des Genome-Wide Association Studies. Ça, c'est ce qu'on appelle le Manhattan Plot, parce que ça ressemble au skyline de Manhattan. Donc c'est avec des gratte-ciel qui s'élèvent plus ou moins haut. Là, vous avez tous les chromosomes. Je montre avec le doigt, mais vous avez tous les chromosomes. Et vous voyez qu'à certaines positions, qui correspondent à des gènes bien particuliers, vous avez plus de variants
dans l'accord de patients. Donc, en général, il faut 1 millier de patients pour n'importe quelle maladie. Puis vous allez comparer à une population saine qui n'a pas été concentrée sur la base de cette maladie. Et là, vous voyez que la probabilité d'avoir des mutations sur les 1000 patients à ces 1, 2, 3, 4, 5 positions-là est telle que très vraisemblablement, ces 5 gènes sont responsables de la maladie. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Il n'y a pas besoin de trouver la famille nombreuse touchée par la maladie, comme je l'ai dit. Et puis, vous pouvez regarder absolument tous les traits que vous voulez, tout ce qui est observable. Alors, c'est comme ça qu'il y a de plus en plus de maladies non génétiques a priori, comme le diabète de type 2, qui est essentiellement lié au mode de vie, à l'alimentation, qu'on a trouvé des facteurs de susceptibilité au développement de ces maladies. Mais vous pouvez imaginer qu'on étudie n'importe quoi. Il y a des études, encore une fois, qu'on fait polémique. Vous pouvez chercher les gènes de l'homosexualité avec ça. Il suffit de constituer un groupe d'homosexuels, un groupe de non-homosexuels. Et en fait, la méthode est tellement puissante que si vous avez suffisamment de personnes et qu'il y a une base génétique, vous allez trouver des gènes significativement mutés dans la population que vous étudiez par rapport, je vais dire malade, dans le cas de l'homosexualité, certainement pas, mais justement, vous voyez l'usage politique qui peut être fait. Tout peut être génétique. Or, ce n'est pas anodin, si vous êtes homosexuel, de savoir qu'il y a une base génétique, donc entre guillemets, vous n'y pouvez rien, ou vous y pouvez quelque chose, ou c'est la société qui l'induit, etc., etc. Donc, ça a été la base du développement du tout génétique. Donc, juste pour conclure sur les maladies génétiques, grâce au Next Generation Sequencing, l'identification des gènes et des mutations morbides a été accélérée terriblement. C'est-à-dire là où il fallait une thèse entière pour trouver par clonage positionnel, et encore dans les cas favorables, quand vous aviez la bonne famille, etc., pour trouver le gène responsable d'une maladie, maintenant, vous pouvez imaginer une thèse, du moment que vous avez accès aux data et que vous n'êtes pas manche avec les méthodes d'analyse, avec l'ordinateur, vous pouvez trouver une dizaine de gènes responsables de maladies. Donc, on trouve, le temps d'une thèse, donc on trouve les gènes causaux des maladies monogéniques sans problème maintenant. Et même quand ce n'est pas monogénique, comme on a vu dans l'exemple avec les Genome-Wide Association Studies. Et donc, on va plus loin. Donc, pour les maladies de civilisation, telles que le diabète de type 2, qui sont éminemment complexes, d'une interaction, je ne dis pas qu'il n'y a pas de part de génétique, je dis juste que la raison principale, c'est quand même la raison du déclenchement va être une raison d'alimentation. Ben, on va trouver ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité à faible pénétrance. Donc ça, c'est une notion importante. Une maladie monogénique, c'est une maladie, en général, il y a un gène qui donne une maladie quand il est touché et il donne la maladie de manière certaine. Vous avez la mutation, alors vous développerez la maladie. Donc ça, c'est une pénétrance de 1. Le pénétrance, c'est un paramètre entre 0 et 1. Et en fait, plus vous vous rapprochez de 0, moins c'est sûr que vous allez développer la maladie quand vous avez la mutation. Et donc, il y a comme ça tout un ensemble de gènes, par exemple dans le cas du diabète, qui prédisposent au diabète sans être vraiment causaux. Et ceux-là, on les trouve à tour de bras grâce au Genome-Wide Association Studies. Ce qu'on trouve aussi de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des gènes modificateurs de la relation génotype-phénotype. C'est-à-dire, vous pouvez être malade pour d'autres causes que la mutation considérée de gènes modificateurs, soit des causes de l'environnement, soit des causes de mutation d'autres gènes, mais il y a des gènes, quand ils vont être mutés, ils vont modifier la manière dont se manifeste la maladie. Donc le phénotype de la maladie. Phéno, c'est ce qui se voit. Hein. Le phénotype, c'est ce qui se voit. Le génotype, c'est les gènes. Donc, on passe à la troisième partie, la thérapie génique. Comment on va régler ça? Eh ben, la thérapie génique, c'est le cas simple. Pour les maladies monogéniques, à forte pénétrance, à pénétrance de 1, vous pouvez espérer réparer la mutation, tout simplement. Et donc, l'hypothèse, elle est très simple à formuler, beaucoup plus dure à réaliser. En fait, il faut cibler la cellule qui est responsable du phénotype. Ce n'est pas toujours clair. Dans le cas de la mucoviscidose, c'est clair, c'est les cellules du poumon qui font que les patients ont tendance à s'étouffer dans le mucus, mais
Et puis, il faut soigner suffisamment des cellules du poumon dans ce cas-là. Donc, et en plus, il ne faut pas induire d'effets secondaires parce qu'on essaye, par la méthode qu'on va utiliser, et il ne faut pas toucher la lignée germinale. Donc ça, c'est issu des réflexions bioéthiques. Il ne faut pas que l'homme se prenne pour un dieu, s'en démurge, au point de corriger de manière pérenne, donc qui se transmettent à la descendance, les défauts. Corriger ou améliorer. Donc là, dans ce cas-là, c'est le transhumanisme. Voilà. Cependant, c'est questionnable. C'est questionnable parce qu'on peut se dire, mais pourquoi employer des stratégies compliquées alors que finalement, la descendance aura toujours la mutation et qu'il faudra la réparer à la génération précédente. Le but ici n'est pas de questionner les lois de bioéthique, c'est ça qui a été décidé, en France en tout cas, de ne pas, mais dans la plupart des pays aussi, de ne pas toucher la lignée germinale. Donc, on ne corrige pas globalement, on va corriger les cellules malades responsables du phénotype. Donc, vous imaginez qu'en fait, c'était compliqué. Le business model était compliqué pour l'industrie pharmaceutique parce que non seulement les maladies sont rares, mais en plus, si ça marche, on soigne une fois pour toutes. Alors, mieux vaut vendre des statines pour faire baisser le taux de cholestérol de manière constante dans le temps, plutôt que guérir une fois pour toutes des patients qui en plus sont rares. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est les associations de malades et de patients qui ont vraiment poussé au développement de ces maladies, de ces thérapies géniques. Alors en France, on en connaît deux, on connaît le Téléthon, on connaît l'Association française contre les myopathies, qui ont été très actives, très militantes. Et ce sont ces associations elles-mêmes qui se sont établies comme industrie du médicament, qui produit comme médicament des gènes thérapeutiques. Donc ça a 8 ans. Donc une thérapie génique, ça va être, il faut se poser ces trois questions, c'est comment on va délivrer le gène thérapeutique, où on va le délivrer, quelles cellules on va chercher à cibler, et puis qu'est-ce qu'on va exprimer. Alors, la manière la plus fréquente, c'est d'exprimer une cassette d'expression thérapeutique, c'est-à-dire un transgène, qui correspond en général au gène qu'on veut corriger, et il faut que ce gène s'exprime, donc on lui adjoint un promoteur et un site terminateur dans la transcription. Donc, une des maladies pour laquelle on a fait le plus d'essais, c'est la mucoviscidose. L'épithélium bronchique, a priori, il est facile d'accès. On peut nébuliser des particules qui vont avoir accès directement à l'épithélium bronchique, aux cellules des bronches. Et on a utilisé un adénovirus comme vecteur. Alors, c'est très fréquent, on va revenir dessus, d'utiliser des vecteurs viraux pour apporter les gènes dans une unité de transcription comme génier. Maintenant, ça a été des échecs thérapeutiques répétés. En fait, c'était loin d'être facile d'accéder aux cellules, dans le cas de la mucoviscidose en particulier, puisqu'il y a tout ce mucus qui va engluer les virus et qui va les empêcher d'infecter les cellules. Et en plus, les premiers virus utilisés, les adénovirus, ont déclenché des réactions immunitaires extrêmement fortes. Donc, c'est comme si vous aviez une méga-infection qu'on vous administrait. Donc, évidemment, les réactions immunitaires ne sont jamais neutres, comme on sait, dans le cas du Covid, par exemple, comme infection pulmonaire. Donc, l'exemple qui a marché, c'est, enfin marché, on va voir dans quel sens, c'est l'immunodéficience qu'on appelle SCID, Severe Combined Immunodeficiency. C'est le cas des enfants bulles. C'est des enfants qui naissent avec un système immunitaire déficient, qui peuvent attraper n'importe quelle maladie qui traîne, n'importe quel pathogène. Donc, ils sont littéralement condamnés à vivre dans une bulle stérile pour être à l'abri des bactéries et des virus. Donc, c'est terrible parce qu'ils se développent particulièrement sans problème s'ils ne sont pas exposés aux pathogènes. Juste pour vous dire, en fait, ces syndromes d'immunodéficience sont utilisés, par exemple, pour faire des xénogreffes. Quand on va étudier le développement d'une cellule tumorale humaine dans une souris, il faudra utiliser une souris immunodéficiente pour qu'elle ne rejette pas la greffe humaine. Et dans ce cas-là, ce sera très utile d'avoir des souris SCID qui sont cultivées, qui sont élevées, pardon, dans des animaleries sans pathogènes, parce que sinon, comme les enfants bulles, elles peuvent
elles peuvent mourir d'infections relativement bénignes. Alors, quelque chose qu'on sait faire depuis très longtemps, depuis 30-40 ans, c'est les transplantations de moelle osseuse. Depuis qu'on traite les cancers, bon, avec les chimiothérapies conventionnelles, on va tuer un peu toutes les cellules à renouvellement rapide. On reviendra là-dessus dans un chapitre sur le cancer, mais que vous donniez des drogues anticancéreuses ou que vous exposiez les cellules à des rayons, en fait, c'est essentiellement les cellules à renouvellement rapide, comme les cellules tumorales, qui vont souffrir, mais les cellules hématopoïétiques, hémato le sang, poïèse qui génère le sang, les cellules hématopoïétiques sont touchées. Et ces cellules hématopoïétiques, elles sont dans la moelle des os, c'est là où elles résident. Donc, en fait, après un traitement anticancéreux, on peut reconstituer le système immunitaire des gens en prélevant de la moelle osseuse sur un donneur sain et en l'injectant à un receveur. Et les cellules vont retrouver leur niche, qui est la moelle des os, spontanément, et régénérer un système immunitaire à ces patients-là. Donc ça, on savait que ça existait, et donc quelque part, une fois qu'on avait tué le système immunitaire de quelqu'un, on savait le régénérer, parce qu'on savait où trouver la cellule maître, la cellule souche, qui va générer toutes les cellules de l'immunité circulantes du sang après. Donc évidemment, pour ces transplantations de moelle osseuse, il y a quand même des problèmes de compatibilité de la greffe avec l'autre. Le système immunitaire du receveur n'est pas complètement nettoyé à zéro, donc il peut y avoir des rejets de greffe. Donc on va prendre des donneurs compatibles. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Donc les HSC, là sur cette diapo, c'est Hematopoietic Stem Cells, cellules souches de l'hématopoïèse, qui vont générer, eux, c'est les érythrocytes, non seulement les globules rouges, mais aussi les cellules de l'immunité, telles que les lymphocytes T, B, les natural killers. Et vous voyez, il y a deux types de SCID. Il y a les SCID qui sont déficientes sur le récepteur à l'interleukine 2, et puis les SCID qui sont dus à une mutation de l'adénosine déaminase. Et suivant le type que vous avez tous les lymphocytes qui manquent, ou seulement les T, mais pas les B, etc. Donc, un de nos chercheurs de pointe, Alain Fischer, de l'hôpital Necker, qui est devenu maintenant notre monsieur vaccination pour la lutte contre le Covid, a fait un test tout à fait novateur à l'époque. Il a utilisé des rétrovirus de Molony, donc des rétrovirus, de la classe des rétrovirus, comme le sida, des virus à ARN. Il a utilisé des rétrovirus recombinants, dont il avait travaillé le génome, pour qu'ils expriment la chaîne du récepteur à l'interleukine 2 qui manquait, la chaîne gamma. Bon. Donc, ces virus vont permettre l'infection. C'est un virus à ARN où l'ARN est rétrotranscrit en ADN et cet ADN s'intègre dans les chromosomes de la cellule infectée. Et comme ça, de manière stable, vous avez expression de la protéine qui est codée par ce gène, transcription, traduction, expression, et donc vous reconstituez un récepteur à l'IL2 dans ces cellules souches hématopoïétiques qui sont caractérisées par ce marqueur CD34. Et donc, le schéma proposé était celui d'une autogreffe. Vous allez prélever les cellules de la moelle osseuse des patients SCID, les cultiver in vitro, on sait faire, on savait déjà faire, et introduire par infection le gène dont vous voulez restaurer l'expression. Vous allez amplifier les cellules modifiées et les réimplanter dans le receveur, qui est le patient malade du SCID, comme on ferait dans une transplantation de moelle osseuse classique. Et en fait, dans ce cas-là, c'était idéal parce qu'il ne pouvait pas y avoir de rejet de greffe du tout. Non seulement c'était une autogreffe, donc c'est forcément compatible, mais en plus, il n'y avait pas de système immunitaire préexistant. Donc en fait, les cellules positives, les cellules qui ont été réparées, sont les seules à générer des lymphocytes. Donc vous avez comme ça une sélection positive des cellules transduites. Vous voyez tout de suite si la réparation a marché. Alors, le bilan après 11 ans de l'essai d'Alain Fischer, dans les deux cas de SCID, ADA-SCID et SCID X1, je vais vous dire, donc vous avez 27 enfants qui sont vivants après 11 ans, 18 sur 20 dans le cas de X1, et en fait 19 sur 27 qui arrivent à vivre hors de leur bulle dans le cas de l'ADA-SCID, et 17 sur 20 qui vivent hors de la bulle dans le cas du SCID X1. Donc c'est un énorme succès parce que c'était la première fois où les enfants arrivaient à sortir de leur bulle.
Maintenant, ce n'était pas qu'un succès, puisqu'il y a quand même 5 enfants sur les 20 du SCID-X1 qui ont développé une leucémie. Alors, une leucémie, c'est un cancer des cellules du sang. Par exemple, un cancer des lymphocytes. Les lymphocytes se mettent à proliférer de manière non régulée, de manière anarchique, sans frein. Et donc, c'est un cancer dont on guérit relativement bien. Donc, 4 enfants ont guéri après des traitements spécifiques, mais il y en a quand même un qui est mort. Et donc, ça a stoppé les essais, évidemment. Et la raison était que le rétrovirus qui s'intègre dans les gènes, dans les chromosomes de l'hôte, en fait, s'était intégré dans ces cas-là à côté de gènes qui sont oncogènes. Onco, c'est le cancer. Oncogènes, des gènes qui favorisent le développement du cancer. Et comme les génomes viraux sont pleins de promoteurs plutôt forts, ils avaient induit l'expression de ces oncogènes et donc avaient favorisé le développement du cancer. Alors, je vous laisse juger si c'est des résultats excellents ou déplorables. En tout cas, c'était une étude qui a fait date et où des tas de choses sont apparues. Donc maintenant, dans la thérapie génique, on utilise toujours des vecteurs viraux. On utilise 3 grands types: rétrovirus ou l'antivirus, comme dans le test d'Alain Fischer, adénovirus, comme dans le test de la mucoviscidose que je vous ai évoqué, un 3e type qui sont les virus associés aux adénovirus, Adeno-associated virus, ou AAV. Alors vous voyez, dans le cas des adénovirus, c'est de l'ADN double brin, double-stranded DNA. Dans le cas de ces 2 virus, c'est du single-stranded DNA, donc c'est de l'ADN mais simple brin, ou de l'ARN simple brin dans le cas des rétrovirus. Ce que peuvent encapsuler, encapsider ces virus est différent suivant le type de virus. Il y en a des grands, il y en a des petits. Donc l'AAV, il ne peut pas encapsuler beaucoup. On a vu que le rétrovirus s'intégrait, et c'était ça le problème du développement du cancer. Mais donc l'avantage, c'est que l'expression est longue. Alors que si vous utilisez un adénovirus, ça ne s'intègre pas, mais donc l'expression est transitoire. Donc en fait, l'AAV représente une sorte de compromis, un intermédiaire. Essentiellement, ça ne s'intègre pas, mais ça peut durer longtemps quand même, dans les cas où ça s'intègre. Alors, je vais aller vite là-dessus, mais les virus, c'est extrêmement pratique parce qu'on peut manipuler ce qu'on appelle leur tropisme, c'est-à-dire les cellules qu'ils infectent. Je vous ai dit l'importance de cibler les cellules qu'on veut corriger. Donc, les AAV ont un spectre de cellules qui peut infecter très large, les adénovirus aussi, mais il faut exprimer le récepteur CAR aux adénovirus. Et en fait, par exemple, pour les cellules hématopoïétiques, ce n'était pas une option parce que CAR est très faiblement exprimé dans les cellules hématopoïétiques. Alors, les rétrovirus et les lentivirus, on sait très très bien les manipuler. Et donc, on peut notamment manipuler leur protéine d'enveloppe. Et c'est la protéine d'enveloppe qui va définir si ça infecte spécifiquement une espèce, par exemple. On a des virus qui vont cibler spécifiquement la souris. Donc ça permet de faire des tas de manips, des tas d'expériences au laboratoire sans être exposé en tant que chercheur. Ou alors des virus qui vont cibler les souris et les hommes, ce qui permet de faire les expériences sur les souris et ensuite d'avoir directement le bon traitement pour la thérapie génique. Il y a des spectres extrêmement larges, tels que cette protéine KCCLA SVG, qui infecte la plupart des vertébrés. Donc, quand vous ne savez pas trop, on peut commencer par ça. Et puis, évidemment, si on veut en faire une vraie thérapie, plus vous êtes spécifique, plus vous ciblez, mieux c'est. Et donc, on peut remplacer la protéine d'enveloppe par un anticorps recombinant qu'on sait coder génétiquement dans l'ADN, qui va reconnaître un récepteur particulier exprimé par une cellule particulière. Et donc, ça permet d'être extrêmement spécifique. Alors, un rétrovirus, ça ressemble à ça. Le génome, c'est 2 molécules d'ARN qui sont extrêmement bien protégées par une nucléocapside et une capside, donc des protéines structurales qui vont protéger, et puis une enveloppe avec les protéines qui vont cibler les récepteurs des cellules infectées. Bon. Ce qui est important, c'est que la particule virale amène directement les enzymes nécessaires à son cycle. Donc les protéases, c'est parce que c'est des gènes où toutes les protéines sont collées ensemble pour gagner de la place, et donc on les coupe après les avoir faites, ces protéines. La reverse transcriptase, ça vous savez peut-être, c'est comment on passe de l'ARN à l'ADN.
Et les intégrases, c'est les molécules qui vont intégrer cet ADN nouvellement synthétisé dans le génome de l'hôte de la cellule infectée. Voilà, voilà. Donc, en fait, vous allez choisir différents vecteurs viraux suivant ce que vous voulez cibler. Par exemple, les rétrovirus, ça ne marche pas du tout sur les cellules qui ne se divisent pas. Si vous voulez utiliser les rétrovirus pour cibler les neurones de quelqu'un, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on a développé l'antivirus qui vont infecter, qui ont à peu près le même type de cycle cellulaire, de cycle d'infectieux, pardon, mais qui vont infecter beaucoup plus de cellules. Les adénovirus, on en a parlé. Le problème majeur, c'est qu'ils déclenchent une réaction inflammatoire très forte. Et ça, c'est problématique. Et les AAV, qui sont un bon compromis, finalement, ont un autre problème, c'est qu'ils sont tout petits et donc ils peuvent encapsider que des gènes, que des transgènes thérapeutiques relativement petits, limités à 5 kilobases. Donc, je vais vous expliquer maintenant, et c'est un peu technique, je vais aller vite, mais je vais essayer d'être clair, comment on peut faire des virus à un coup. Parce qu'évidemment, la question que vous vous posez, c'est comment on va utiliser un virus pour exprimer une cassette thérapeutique, mais on ne veut pas donner la maladie qui est causée par ce virus. Donc, en fait, il faut faire un virus qui contienne votre cassette thérapeutique, mais qui ne contienne pas tous les éléments du virus infectieux. Bon. Et donc, c'est ça qu'on appelle des virus à un coup. C'est des virus d'effectifs qui peuvent rentrer, faire l'infection et faire l'expression de la cassette thérapeutique, mais qui ne sont pas capables de reproduire le cycle, donc qui ne peuvent pas régénérer d'autres virus. Alors pour ça, on va utiliser des cellules qu'on appelle de packaging, d'empaquetage, infectées par 2 rétrovirus dans ce cas-là. Un rétrovirus dont le génome est représenté ici, qui est un construit d'empaquetage. En fait, c'est un construit qui va apporter GAG, POL et ENV, donc les protéines nécessaires au cycle viral, mais génome qui ne peut pas être encapsidé parce que la séquence qu'on appelle PSI est mutée. Et ensuite, vous allez arriver avec un autre génome de virus, où là, vous avez une cassette thérapeutique, donc aucun des gènes pour la réplication du virus, mais celui-là, il a une séquence PSI sauvage. Donc, si vous mettez les deux dans la même cellule, il y a ce qu'on appelle une transcomplémentation. Les protéines générées par ce virus-là vont être capables d'empaqueter ce génome-là. Et donc, vous ferez un virus à un coup qui sera capable d'infecter des cellules cibles, qui sera capable de répliquer l'ADN, enfin, qui sera capable de faire la reverse transcription et l'intégration de l'ADN dans le génome de l'hôte, et donc d'exprimer le gène thérapeutique sans induire le cycle lytique du virus. D'accord? Alors ça, c'est en théorie, et ça marche relativement bien, sauf dans les cas où ça ne marche pas. Et alors, les cas où ça ne marche pas, c'est que vous avez quand même 2 génomes qui sont extrêmement proches, hein, qui gardent certains éléments, même si là, il y a le gène d'intérêt, là, il y a GAG-POL-ENV, là, il y a PSI qui est fonctionnel, là, il y a PSI qui est non fonctionnel. Mais en fait, ce qui peut se passer, c'est des recombinaisons. Et donc, à partir d'un génome défectif et d'un génome fonctionnel, mais qui ne peut pas être encapsidé, si vous avez une recombinaison ici, ben vous allez fusionner, vous allez faire une molécule hybride qui reconstitue un virus qui marche, un virus qui donne une infection. Donc, un virus avec un génome GAG-POL-ENV qui, en plus, est encapsidable. Donc ça, c'est problématique et ça arrive à un taux faible, mais ça arrive. Alors, voilà, il faut être plus astucieux. Donc, par exemple, on peut infecter avec 3 virus. Donc, jamais vous n'auriez un génome complet infectieux GAG-POL-ENV, mais vous avez 2 génomes PSI-, avec GAG-POL d'un côté et ENV de l'autre. Donc là, en termes de recombinaison, ça devient beaucoup plus compliqué pour la cellule de régénérer un virus. Voilà comment on fait des virus défectifs à un coup pour la thérapie génique. Ce n'est pas du tout le seul moyen de faire rentrer des acides nucléiques dans les cellules. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des liposomes. Faire une lipofection, c'est en général des molécules amphiphiles avec une tête chargée qui va interagir avec l'ADN qui est chargé lui aussi, et des longues chaînes aliphatiques donc, qui ressemblent aux acides gras des membranes, aux lipides des membranes. Et donc ça fait que votre plasmide recombinant construit va être encapsulé dans ces liposomes qui vont interagir avec les membranes bien, qui vont rentrer dans les cellules
en général par endocytose, et puis les membranes internes vont finir par être détruites et les acides nucléiques incorporés dans le noyau, comme le reste de l'ADN, avec les chromosomes. Et donc, vous avez une expression comme ça par les liposomes. Une autre manière, c'est l'électroporation. Là, on va utiliser en fait la différence de potentiel entre l'intérieur d'une cellule et l'extérieur d'une cellule. Vous savez qu'il y a un potentiel qu'on appelle de repos dans toutes les cellules. Et donc, on peut les électroporer. En appliquant un champ électrique très transitoire, vous faites des trous dans la membrane qui vous permettent d'incorporer des macromolécules, donc notamment de l'ADN. Et cet ADN finit par être exprimé lui aussi. Ou alors encore plus brutal, de la biolistique ou du gene gun. Vous allez recouvrir des particules d'or. Alors pourquoi l'or? C'est cher l'or, mais surtout c'est inerte, c'est pour ça que c'est cher, c'est un des seuls matériaux comme ça, qu'on va recouvrir d'ADN, et donc on va rentrer par effraction dans les cellules, voire dans les noyaux des cellules, et amener de l'ADN grâce à ces nanoparticules. Donc il y a plein de moyens, c'est de la cuisine, il y a plein de moyens, il faut tester, il faut faire des essais et des erreurs, et on arrive à faire rentrer la cassette thérapeutique d'intérêt. Alors quelques exemples, est-ce que ça marche? Le premier jeune médicament, c'est la gandicine. C'est la Chine qui a surpris tout le monde avec un traitement pour le cancer, traitement qui a été autorisé en Chine et qui n'a pas été autorisé ni aux États-Unis par la FDA, ni par l'équivalente européenne EMA. Et parce que l'Occident pense que ça ne marche pas, les Chinois pensent que ça marche. Alors, qu'est-ce que c'était leur traitement? En fait, le cancer, il est dû soit à des oncogènes qui promeuvent le développement des tumeurs, soit à l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs, donc des freins qu'il s'agit d'inactiver. Donc les tumeurs inactivent un certain nombre de freins. Il y a notamment cette protéine-là, P53, qui est très importante. Et donc, ce que les Chinois ont développé, c'est un traitement pour les carcinomes de la tête et du cou, où il y a perte de P53, et ils vont utiliser un adénovirus qui va restaurer l'expression de P53 et qu'ils utilisent en combinaison avec des traitements anticancéreux plus conventionnels. Alors, d'après les publications chinoises, il y a énormément de patients traités et ça marche. Moi, je me garderai bien d'intervenir. Le seul point que je veux faire, je ne peux pas trancher évidemment, le seul point que je veux faire, c'est qu'on a vu à quel point la sélection positive qu'on avait par exemple dans la thérapie des SCID, où en fait vous restaurez la fonctionnalité des cellules souches qui vont générer les autres cellules. Donc vous régénérez la fonctionnalité de certaines cellules par rapport à d'autres cellules qui sont non fonctionnelles. Là, dans le cas d'une tumeur, il y a les cellules qui ont perdu leur frein P53. Hein. Toutes les cellules tumorales ont perdu leur frein et vous allez en réparer quelques-unes avec l'adénovirus. Même si vous en réparez beaucoup, même si vous en réparez 95%, eh ben, elles sont contre-sélectionnées, celles qui sont réparées, vu qu'elles prolifèrent moins. Donc, en fait, très vite, on peut s'attendre à ce que les cellules qui ne sont pas réparées reprennent le dessus et dépassent celles qui ont été réparées. Donc, on conçoit, d'un point de vue général pour le cancer, cette thérapie génique n'est pas une méthode qu'a fait Flores, c'est tout ce que je peux dire à ce stade-là. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans un débat géopolitique. Ça a sans doute énervé beaucoup les Américains que les Chinois les grillent pour le premier traitement de thérapie génique. Mais c'est comme ça. Celui-là n'était peut-être pas le meilleur. Donc, un traitement qui marche bien, c'est l'alipogène Tipar-Vovec. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un traitement qui a été trouvé en Allemagne, je crois, et qui a été approuvé en Europe en 2012, donc ça fait presque 10 ans maintenant, pour le traitement d'une maladie monogénique qui est une déficience en lipoprotéine lipase. Donc lipase, elle va dégrader des lipides, et en fait, c'est une maladie autosomale récessive. Quand vous avez perdu les 2 copies de la lipase, ben, les lipides s'accumulent. Donc vous accumulez ce qu'on appelle des kilomicrons dans le sang, à tel point que le plasma devient lactescent, tellement vous avez ce type de lipides dans le plasma du sang. En gros, vous avez de la vinaigrette, quoi. Et donc, c'est associé à des douleurs abdominales, etc., des pancréatites, donc des défauts de fonctionnement du pancréas qui sécrètent l'insuline, Hépatosplénomégalie, c'est le foie qui grossit énormément. Hépato, c'est le foie, splénomégalie, ça grossit, mégalie.
Et la lipoprotéine lipase n'est pas une protéine extrêmement régulée. Elle est sécrétée par de nombreux tissus, l'important c'est qu'il y en ait. Et donc en fait, alors qu'auparavant, tout ce qu'on savait faire, c'était prescrire un régime sans gras à ces pauvres patients, on a pu faire un AAV qui restaure l'expression de la lipoprotéine lipase. Et ça, on va les injecter dans le muscle, juste parce que c'est pratique et ça marche bien. Alors, il y a quand même un petit traitement immunosuppresseur pour pas attaquer les AAV après l'injection, mais c'est relativement bénin. Il faut le refaire plusieurs fois parce que les AAV ne sont pas ça ne restaure pas une fois pour toutes, mais disons que ça marche transitoirement. Vous avez pendant un certain temps restauration de la lipoprotéine lipase. Le point important, c'est que ça coûte extrêmement cher. Ça a été vendu à 1 million de dollars par personne traitée. Alors pourquoi c'est cher? Parce qu'il y a extrêmement peu de patients et que la technologie est absolument nouvelle. Donc les prix peuvent baisser maintenant, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que les big pharma qui étaient complètement absentes du début de la thérapie génique, enfin qui s'étaient retirées très très vite quand elles avaient vu les difficultés à franchir, ben, reviennent dans le jeu maintenant, reviennent dans le jeu. Et comme ce traitement-là a été approuvé et que finalement les systèmes de santé européens au moins ont montré qu'ils étaient prêts à payer ce prix-là, ben, ça renouvelle l'intérêt des pharma. Voilà, voilà. Donc, sur les thérapies géniques, quelles sont les perspectives? Ben, comme on a vu avec la lipogène type par Vovec, on peut obtenir une production relativement continue avec plusieurs injections d'une substance circulante. Donc, on peut restaurer une hormone, bon, peut-être pas l'insuline parce que ce ne sera pas régulé en fonction des apports alimentaires, mais on peut faire exprimer une hormone, on peut exprimer une enzyme à partir du muscle. La preuve est faite, ça marche. Alors, quand je dis intérêt au-delà des maladies génétiques, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'on peut vouloir utiliser la thérapie génique pour faire mieux que la situation normale. Donc là, on rentre dans le transhumanisme. Hein. Est-ce que vous voulez faire un surhomme capable d'exploits sportifs parce que vous allez faire exprimer énormément d'érythropoïétine qui fait plus de globules rouges, donc qui oxygène plus les tissus, etc. etc. C'est du dopage génétique. Ça devient possible. Alors, on avait vu que pour avoir une réponse pérenne dans le temps, il fallait intégrer les vecteurs, donc par exemple avec les lentivirus et les rétrovirus, et on avait vu le problème de développement des leucémies que ça avait posé dans les CESKID. Donc maintenant, soit on adopte la stratégie du remplacement génique, vous allez réparer directement la copie du gène muté, donc ça, on va voir plus tard comment ça peut se faire justement avec les nouveaux outils d'édition du génome de type CRISPR. Ou alors, vous voulez intégrer un site bien précis, ça se fait aussi avec de l'édition du génome CRISPR, un site qu'on appelle en anglais un safe harbor. Donc, c'est un endroit qui ne va pas déclencher de cancer, c'est un endroit qui n'est pas non plus éteint dans un état de chromatine, donc d'ADN fermé, c'est un endroit qui s'exprime bien. Et donc, on va vouloir être beaucoup plus spécifique et de contrôler l'endroit où on va exprimer le locus, on dit le locus génétique, où on va exprimer la cassette thérapeutique. Donc ça se développe évidemment énormément. Et, voilà. Et le dernier point que je voulais faire, c'est, encore une fois, enfoncer les clous de l'importance de combiner la thérapie génique avec ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. C'est-à-dire, finalement, les exemples qui ont bien marché, c'est quand vous ciblez les cellules qui sont au sommet d'une hiérarchie de différenciation. Les cellules souches, c'est les SCID par rapport aux essais sans doute relativement infructueux de traiter les cancers. Parce que dans le cas du cancer, c'est contre-sélectionné. Si vous réparez une cellule cancéreuse, elle va se comporter bien et donc les cellules cancéreuses la dépassent. Alors que dans le cas où vous restaurez une fonction en restaurant la fonction de cellules souches, ben finalement, elle va engendrer toute une progéniture cellulaire qui va restaurer le problème. Donc, vous avez une sélection positive contre une sélection négative. Donc voilà. Pour conclure, les maladies génétiques sont rares mais nombreuses, donc c'est quelque chose d'important dont il faut s'occuper. Il y a souvent des traitements symptomatiques, mais traiter les symptômes ne suffit pas. Si on veut une bonne guérison, il faut essayer de réparer la cause, donc réparer les mutations. Et donc, c'est le cas de la thérapie génique qui représente l'espoir de traiter la cause première. Maintenant, les exemples sont encore peu nombreux. Voilà, je vous remercie de votre attention.
J'espère que le cours vous a plu et à bientôt.